Il s'avère que l'Ukraine occupe de nouveaux territoires, les libère, c'est-à-dire qu'elle gagne. Il suffit simplement d'attendre, et l'objectif de la défaite stratégique de la Russie sera atteint. Compris. Je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau, Monsieur le Président Loukachenko, mon cher ami. Dans tous les domaines du développement économique, la Biélorussie utilise vos technologies et nous sommes satisfaits du niveau de ces technologies. Cessation des frappes en profondeur de part et d'autre. Alors que Vladimir Poutine parlait aujourd'hui en public des négociations avec l'Ukraine, le Kremlin, après une réunion à huis clos à Valdaï, a envoyé Loukachenko en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Et maintenant, il devient clair ce que les deux dictateurs, russes et biélorusses, ont prévu. Vladimir Poutine a, pour la 4e fois depuis le début de la guerre, augmenté le nombre de ses gardes du corps, tout comme le rebelle Alexandre Lounine, qui avait promis de soulever Adams. L'armée qui marchait sur Moscou a été accusée d'extrémisme et même de nazisme. Vladimir Poutine, pour la 2e fois en une semaine, a déclaré être prêt à des négociations de paix sur l'Ukraine après une série record de frappes contre des raffineries de pétrole et a appelé Donald Trump à revenir rapidement sur la question ukrainienne. Bien que j'ai reconnu qu'il n'y avait effectivement eu aucun accord à Anchorage l'année dernière. De plus, Poutine a raconté que l'Ukraine avait proposé à la Russie de renoncer à des frappes à longue portée sur le territoire de l'autre et de concentrer la guerre uniquement sur la ligne de front, et cela dans 4 régions. Mais bien sûr, Poutine n'a apporté aucune preuve de cela. Et donc, en parlant de la situation sur le front, Vladimir Poutine a inventé un encerclement des unités des forces armées ukrainiennes dans la région de Stary Oskol et a annoncé des combats près de Belgorod. En même temps, Vladimir Poutine a finalement reconnu la pénurie de carburant dans toute la Russie, mais il a de nouveau minimisé le problème en déclarant qu'il ne manquait que certains types d'essence. Mais juste après cela, Poutine a tout de même publié un décret interdisant complètement l'exportation de tout type de carburant, y compris le diesel. Et pendant ce temps, dans les régions russes, de véritables rafles contre les Russes ont commencé dans le but de rechercher des saboteurs ukrainiens. Eh bien, par exemple, dans la région de Mourmansk, ils ont bloqué les routes menant à la ville et contrôlent absolument toutes les voitures. Ce n'est pas pour rien que Vladimir Poutine a reconnu la veille que les services spéciaux ukrainiens recrutent avec succès, je cite, des marginaux russes. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de tous ces sujets de manière globale. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et bien sûr de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vladimir, vous savez, je voudrais dire qu'en général, les frappes contre notre infrastructure civile ne sont pas menées uniquement pour nous causer des dommages. Bien que cela, je pense, soit aussi important pour l'adversaire, c'est également fait pour alimenter la campagne d'information. Et peut-être, pour être plus précis, il ne s'agit même pas d'une campagne, mais d'une opération d'information, comme une partie de l'affrontement avec la Russie. Vladimir Poutine, au minimum dans le but de ébranler notre confiance en nous-mêmes et en nos propres forces, et mieux encore, de provoquer une division au sein de la société russe. Et forcer la Russie à suspendre, ne serait-ce que pour un court instant, l'avancée de nos troupes sur la ligne de contact. Et créer les conditions pour entamer un processus de négociation selon des modalités avantageuses pour eux, c'est-à-dire pour notre adversaire. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, Vladimir Poutine a fait toute une série de déclarations, et toutes reviennent à dire que le Kremlin serait à nouveau prêt à négocier avec l'Ukraine, et demande à Trump de revenir sur ce sujet. Mais en réalité, le Kremlin prépare manifestement quelque chose avec Pékin et Minsk, et nous allons discuter de ce dont il s'agit exactement. Mais parlons de tout dans l'ordre. Vladimir Poutine a déclaré pour la 2e fois en une semaine que la Russie était prête à reprendre les négociations avec les représentants des États-Unis d'Amérique concernant la fin de la guerre en Ukraine. Voici sa citation. « Nous attendons, après la fin de tous les événements de la phase active du dossier iranien, la venue de ces représentants de l'administration américaine avec lesquels nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises à Moscou. Et nous sommes prêts à poursuivre les négociations et la discussion de tous les détails, de toutes les modalités, sinon des accords, du moins des sujets en discussion. » Ceci fait référence à Steven Witkoff et Jared Kushner, déjà allés à Moscou pour une rencontre. Eh bien, Steven Witkoff a déjà eu plusieurs rencontres avec Poutine.
Dans le même temps, le président de la Fédération de Russie a confirmé qu'au sommet avec le dirigeant américain Donald Trump à Anchorage, qui a eu lieu en août de l'année dernière, les parties n'avaient effectivement abouti à aucun accord concret. Cependant, selon les propos du dictateur chauve, certaines possibilités de mettre fin à la guerre ainsi que des compromis ont été discutées. Une autre citation de Poutine. « On nous a proposé là-bas de faire des compromis. Nous y avons réfléchi, puis en arrivant à Anchorage, nous avons dit « Oui, d'accord. Nous n'avons entendu aucune autre position de la part des Américains, de l'administration américaine. » Ce qui est intéressant ici, c'est que si les Russes avaient un peu de bon sens, ils se demanderaient « Attendez, alors de quoi parlaient Ushakov, Lavrov, Peskov, Medvedev et toute cette bande ?» Ils parlaient d'un soi-disant esprit d'Anchorage, de certains accords en Alaska et ainsi de suite. Mais Poutine, une fois de plus, plonge ces Russes crasseux dans leurs propres excréments et dit « Ah oui, il n'y avait aucun accord. Stop, quels accords ?» Il dit « On a juste discuté de certaines choses, mais il n'y a pas eu d'accord. » Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les Russes. Ils peuvent mentir autant qu'ils veulent, inventer des légendes. Et quand on les prend par leur sale gueule et qu'on les confronte à la vérité en leur disant « Stop, quels accords ?» Marco Rubio a récemment déclaré « Il n'y avait aucun accord. Il dit qu'il y avait des propositions. » Après cela, le Russe, sans sourciller, dit « Oui, il n'y en avait pas. Quels accords ?» Et il y en avait. Personne n'a jamais dit qu'il y avait eu des accords. Et il est révélateur que la déclaration du président russe sur sa volonté de négocier sur l'Ukraine soit déjà la deuxième en une semaine. Et elle a été faite sur fond de crise du carburant qui s'aggrave dans le pays à cause des frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole. Avant cela, le 23 juin, Poutine a déclaré qu'il était prêt à discuter de la fin des hostilités sur la base des accords d'Istanbul, ainsi qu'en tenant compte des modalités discutées à Anchorage et des réalités sur le terrain. Dans le même temps, il a souligné que les attaques de l'Ukraine contre les infrastructures civiles n'auront aucun impact sur la situation au front. Citation de Poutine. « Tout ce qui est fait dans ce domaine est actuellement fait afin de se créer des conditions favorables en cas de début ou de reprise de négociations de paix interrompues à l'initiative de l'Ukraine, à partir de soi-disant positions de force. » Autrement dit, cet avorton chauve. Vladimir Poutine comprend parfaitement ce qui se passe. Mais Poutine a également longtemps assuré aux Russes qu'il n'y aurait aucune conséquence grave pour eux suite aux attaques de drones ukrainiens. Il dit « Oui, il y a bien quelque chose qui touche les raffineries, mais nous réparons ça en 10 minutes et l'usine fonctionne à nouveau. » Mais la veille, Poutine a finalement reconnu « Il y a vraiment une pénurie d'essence. » Vladimir Poutine a reconnu dimanche soir que les problèmes d'approvisionnement en carburant ont conduit à, je cite, une pénurie non critique, et il a annoncé qu'une cellule spéciale s'occupe de garantir la disponibilité de volumes suffisants de carburant dans tout le pays. Une cellule spéciale. Il y a une semaine, Poutine disait qu'il n'y avait aucun problème, mais maintenant une cellule spéciale travaille déjà. Voici sa citation. En ce qui concerne les frappes contre l'infrastructure critique en général, et contre l'infrastructure énergétique en particulier, bien sûr, ces frappes sur nos installations d'infrastructure créent des problèmes. C'est évident. Nous constatons un déficit, mais il n'est pas critique, je vais l'expliquer. Il y a plusieurs tâches que nous devons résoudre ici, nous en avons discuté avec les collègues à l'instant. Il faut d'abord accroître rapidement et fortement la production des moyens de défense aérienne les plus demandés. Comme je l'ai déjà dit, il y a des dégâts, mais tous les objets endommagés sont réparés assez rapidement et les problèmes qui surviennent ne sont pas de nature critique. Tout fonctionne chez nous de manière stable et avec une grande marge de sécurité. Vladimir Poutine a tenu dimanche une réunion sur l'approvisionnement du marché intérieur en carburant, où il a expliqué que la Russie devait minimiser les conséquences des frappes de drones ukrainiens sur les installations pétrolières qui sont devenues l'une des causes de cette pénurie. Et voilà qu'après que Vladimir Poutine ait déclaré il y a seulement une semaine que les drones ukrainiens ne causaient aucun dommage, que la défense antiaérienne protégeait tout le monde, que vous étiez tous sous un dôme russe. Voilà, même avec des frappes, ce ne sont que des piqûres de moustiques. Et maintenant, Vladimir Poutine déclare ce qui suit, je cite « Eh bien écoutez, vous savez bien que les problèmes persistent aussi bien pour les automobilistes que pour les entreprises.
Malheureusement, il y a aussi des files d'attente aux stations-service, et il est parfois difficile de trouver la bonne essence. Cela confirme ce que j'ai évoqué plus tôt. Un Russe moyen comme Vladimir Poutine commence d'abord par dire sans ciller: «Non, il n'y a aucune conséquence, c'est vous qui imaginez tout ça, il n'y a pas de pénurie». Ensuite, quand on le confronte à la vérité, il dit: «Ah, mais vous voyez, c'est évident. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Comparez simplement ces deux discours pour vous-même. Poutine, il y a une semaine, disait: aucun problème. Poutine aujourd'hui. Poutine déclare: comment ça? Évidemment, il y a des problèmes. Vous le voyez vous-même. Quelle question vous me posez? Et encore une fois, faites attention au fait que c'est le président d'un pays qu'on a l'habitude d'appeler un pays station-service qui dit cela. Les Russes, êtes-vous sûrs que votre guerre se déroule vraiment comme prévu? Au final, Vladimir Poutine a déclaré que la Fédération de Russie utilise déjà ses réserves stratégiques d'essence, dont le volume s'élève actuellement à 1,7 million de tonnes. Il a également ajouté que la question d'interdire l'exportation non seulement de l'essence, mais aussi du diesel est à l'étude. Ainsi, les principaux candidats pour devenir fournisseurs de carburant à la Russie sont la Chine et l'Inde, qui achètent du pétrole russe. Mais le problème, c'est que le carburant provenant de l'étranger sera nettement plus cher que celui des producteurs russes. Selon les estimations de Reuters, en juin, la production de carburant en Russie a chuté de 25% en glissement annuel et elle est actuellement inférieure d'environ 20% à la consommation intérieure. Eh bien, personne ne parle même d'importation. Parmi les plus grandes raffineries de pétrole, une seule dans toute la Russie n'a pas été touchée au cours des 2 derniers mois et continue de fonctionner à pleine capacité. Il s'agit de l'usine de raffinage de pétrole d'Omsk, d'une capacité de 22 millions de tonnes par an. Eh bien, je pense que les forces de défense de l'Ukraine savent aussi quand mais comment frapper cette usine. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine affirme aujourd'hui qu'il est prêt à des négociations sur l'Ukraine et a même déclaré que l'Ukraine lui avait transmis une proposition de paix. Selon lui, l'Ukraine a proposé à la Russie de renoncer à des frappes à longue portée sur le territoire de chacun et de concentrer les combats sur le front. Citation de Poutine. Il est clair pourquoi cette proposition est faite, car nos frappes de représailles en profondeur sur le territoire ukrainien sont plus puissantes, plus sévères et, disons-le franchement, destructrices. Je précise d'emblée que lorsque cette aberration chauve, Vladimir Poutine, affirme mener des frappes de représailles, c'est un mensonge cynique. Dans cette situation, seule l'Ukraine peut mener des frappes de représailles, car c'est la Russie qui a été l'initiatrice de la guerre. C'est la Russie qui a déclenché cette guerre. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. C'est la Russie qui a porté les premiers coups contre l'Ukraine. Ainsi, tout ce qui vient d'Ukraine vers la Russie est qualifié de représailles, tandis que tout tir russe sur l'Ukraine est considéré comme une agression, jamais comme une riposte. Toujours selon lui, Kyiv a proposé une initiative visant à limiter, à restreindre les hostilités uniquement aux 4 territoires occupés par l'armée russe, les régions de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporijia. Enfin, soi-disant. Ainsi, l'Ukraine voudrait retirer ses troupes des régions de Mykolaïv, Dnipropetrovsk, Kherson, etc., des régions de Kharkiv et Soumy, ainsi que de certains secteurs de la frontière d'État, et redéployer ses unités dans les 4 régions mentionnées ci-dessus, affirme Poutine. Mais selon le Nabotchov, la Russie n'acceptera pas cela et il a confirmé que ses plans n'ont pas changé. Il dit que nous devons libérer le Donbass et la Novorossia. Et c'est là qu'il était amusant d'entendre comment Vladimir Poutine a de nouveau déclaré que toutes les frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe n'avaient absolument aucun impact. Voici une autre de ses citations. Les frappes des forces armées ukrainiennes contre l'infrastructure russe créent des problèmes et entraînent une certaine pénurie de carburant. Mais tous les sites endommagés sont réparés assez rapidement et tout fonctionne de manière stable chez nous. Toutes les frappes, où qu'elles soient portées, n'ont absolument aucun impact sur la situation au front, sur la ligne de contact. Eh bien, pour que tout le monde croie que la Russie gagne vraiment, Vladimir Poutine a aujourd'hui inventé une sorte d'encerclement des unités des forces armées ukrainiennes. Dans la région de Stary Oskol, souvenez-vous de ce nom, Stary Oskol. Et il a apparemment annoncé des combats près de Belgorod. Les militaires ukrainiens ont réagi à une telle déclaration de Vladimir Poutine et ils ont noté qu'à l'heure actuelle, ils travaillent simplement à progresser dans cette direction. C'est du sarcasme, vous comprendrez bientôt pourquoi.
Et l'information concernant l'encerclement des forces armées ukrainiennes dans la région de Stary Oskol est une nouvelle fake news du Kremlin. Le Russe est un peu stupide, il ne vérifie pas l'information. Dans la déclaration des forces armées ukrainiennes, il est indiqué « Nous sommes convaincus que le chef de la Fédération de Russie connaît mieux que nous la capacité de combat de ses troupes. C'est pourquoi nous supposons qu'il faut considérer les combats pour Stary Oskol comme une annonce de sa part. » Ici, il s'agit du fait que Vladimir Poutine a déclaré que les militaires russes auraient pratiquement encerclé le groupe ukrainien sur la rive gauche de la rivière Stary Oskol. Mais en réalité, il n'existe tout simplement pas de rivière portant ce nom. Stary Oskol est une ville de la région de Belgorod en Fédération de Russie, située à plus de 100 km de la frontière ukrainienne. Eh bien, il est probable que le chef du Kremlin ait confondu la ville avec la rivière Oskol, qui coule dans la région de Kharkiv, où les combats se poursuivent. C'est pourquoi les soldats des forces armées ukrainiennes disent « Apparemment c'était une annonce et nous travaillons à atteindre Stary Oskol ». Néanmoins, au Kremlin, on cherche tout de même des options pour reprendre les négociations avec Donald Trump, afin de tenter à nouveau de bloquer les attaques de l'Ukraine contre la Russie. Et pour cela, Vladimir Poutine essaie de jouer la carte de la Biélorussie et de Loukachenko en personne. Je rappelle qu'auparavant, Loukachenko avait quitté la Biélorussie et il a ensuite été révélé qu'il avait passé la nuit avec Vladimir Poutine dans sa résidence à Valdaï. Ils ont passé la nuit ensemble, très discrètement. Et aucun détail de la rencontre n'a été communiqué. Il n'y a eu aucune déclaration concernant cette rencontre nocturne secrète. Bien plus tard, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les deux vieux dictateurs avaient négocié pendant plusieurs heures en tête-à-tête, commençant la nuit, puis ils ont dormi et ont poursuivi les négociations le matin. Je rappelle aussi qu'avant cette rencontre nocturne, Loukachenko a dit à l'ambassadeur russe Grizlov, droit dans les yeux, qu'il ne fallait pas entraîner la Biélorussie dans la guerre. Il a également ajouté qu'il aurait reçu à Minsk des représentants du président ukrainien Volodymyr Zelensky avant son voyage chez Poutine à Valdaï. Et voilà que des rumeurs sont apparues selon lesquelles Loukachenko pourrait être utilisé comme intermédiaire entre Kiev et Moscou. Mais aujourd'hui, Dmitri Peskov a refusé de répondre à la question de savoir si Alexandre Loukachenko est un canal de communication entre l'Ukraine et la Russie, étant donné qu'il a récemment rencontré à Minsk un représentant de Zelensky. Voici la citation de Peskov. « Pour que ces canaux existants fonctionnent et soient efficaces, ils doivent rester dans l'ombre, ils ne doivent pas être rendus publics, c'est pourquoi je ne répondrai pas à votre question. » La question de l'Ukraine était aussi abordée lors des discussions informelles vendredi et samedi à Valdaï, entre Poutine et Loukachenko. Apparemment, Peskov y était. Puis Loukachenko. Eh bien, apparemment, Peskov était quand même présent. Ensuite, Loukachenko a soudainement disparu complètement des radars. Dimanche, on ignorait totalement où était Loukachenko, il avait disparu. Et aujourd'hui, le 29 juin, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko est apparu en Chine. À Pékin, il a même déjà eu le temps de rencontrer le dirigeant chinois, Xi Jinping. Ce matin, l'avion de Loukachenko a atterri à l'aéroport de Pékin-Capitale. Par la suite, la rencontre officielle entre le dictateur biélorusse et le dirigeant chinois a commencé. A décrit Loukachenko comme somnolent. Et voilà que Xi Jinping a déclaré, je cite, qu'en ce moment les relations sino-biélorusses connaissent un sommet historique. Loukachenko a répondu qu'il apprécie beaucoup une telle évaluation positive des relations entre Minsk et Pékin, et selon le dictateur biélorusse, lui et le dirigeant chinois vont s'entendre sur une coopération globale. Je suis venu ici en avion depuis la région de Moscou. Nous avons mené des négociations avec le président Poutine et après cela, je suis parti pour Pékin. Chung Bailiangua. La Chine et la Biélorussie sont des amis de fer et nous développons un partenariat stratégique global.
En Biélorussie, nous avons construit avec vous la Grande Pierre et je vous suis reconnaissant d'avoir soutenu ces dernières années en suivant l'initiative de développement industriel et de coopération industrielle entre nos deux pays. Dans tous les domaines du développement économique, la Biélorussie utilise vos technologies et nous sommes satisfaits du niveau de ces technologies. Et c'est là que naît le sentiment que toutes ces déclarations publiques retentissantes de Loukachenko face à Grizlov, affirmant qu'il ne faut pas entraîner la Biélorussie dans la guerre, n'étaient ni qu'un cirque ou une pièce de théâtre. En fait, la Chine peut très bien aider la Biélorussie à établir la production d'armements sur son territoire, qui seront ensuite destinés aux besoins de l'armée russe. Et ici, je dois vous raconter quelque chose. L'exemple le plus frappant et concret de coopération technologique étroite avec la Chine est le système biélorusse de lance-roquettes multiples polonaises. Loukachenko qualifie cette arme d'exclusivement biélorusse, mais en réalité, ce système utilise des missiles chinois et seul le lanceur lui-même est monté sur un châssis de fabrication biélorusse. En fait, il s'agit d'un système entièrement chinois monté sur des roues biélorusses. Mais ce qui est bien plus dangereux pour l'Ukraine, c'est ceci. Ces dernières années, c'est précisément le complexe militaro-industriel biélorusse qui a recentré ses efforts sur le développement des technologies d'anji de drones, des moyens de guerre électroniques et des drones intercepteurs. Sur la base de plateformes telles que le parc industriel sino-biélorusse Grande Pierre, des projets conjoints sont mis en œuvre pour créer des systèmes sans pilote, de l'électronique et des systèmes de visée. Et ce qui est important, c'est que cela se passe en ce moment même. La Biélorussie, avec la Chine, tente de lancer la production sur son territoire de ces mêmes drones intercepteurs afin de lutter efficacement contre les attaques de drones ukrainiens sur Moscou. C'est précisément à cela que pourrait être liée la visite secrète de Loukachenko chez Poutine, puis chez Xi Jinping. Autrement dit, le Kremlin prévoit d'impliquer la Biélorussie dans la guerre de cette manière. Créer sur son territoire une production d'armes, en premier lieu des drones intercepteurs, en guise de garantie que l'Ukraine n'attaquera pas ces soi-disant usines biélorusses. Mais en attendant, une sorte de paranoïa a commencé chez Poutine. Le président russe a vraiment commencé à craindre davantage pour sa propre peau. Il est rapporté que Vladimir Poutine a augmenté les effectifs de l'appareil central du service fédéral de protection pour la 4e fois depuis le début de la guerre. Selon le texte du nouveau décret de Poutine, le nombre maximal de fonctionnaires civils de l'appareil central du service fédéral de protection doit passer de 785 actuellement à 812 personnes. Le service fédéral de protection, je vous rappelle, est responsable de la sécurité des plus hauts responsables de l'État, en premier lieu du président Poutine et du Premier ministre, ainsi que des membres de leur famille. Des sources du Financial Times avaient déjà indiqué que le service avait récemment renforcé la sécurité autour de Vladimir lui-même. Poutine, et selon eux, au Kremlin, les craintes ont augmenté que Poutine puisse devenir la cible d'un attentat, notamment à l'aide de drones ou lors d'une tentative de coup d'État. Les craintes de Poutine se sont accrues après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines. Il a alors réduit toutes ses visites, et le contrôle des personnes qu'il rencontre est devenu encore plus strict. Lors de la visite officielle au Kazakhstan à la fin du mois de mai, le cortège de Vladimir Poutine était accompagné d'une voiture blindée avec un emplacement pour un mitrailleur sur le toit, d'un véhicule équipé d'un système de guerre électronique et d'un hélicoptère. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a vraiment peur qu'un drone vienne frapper sa tête chauve. De plus, Poutine et sa famille ont cessé d'apparaître dans les résidences à Moscou et à Valdaï, préférant des endroits plus discrets. Il passe des semaines dans des bunkers, y compris à Karaganda et dans le kraï de Krasnodar. Selon les sources du Financial Times, les mesures de sécurité supplémentaires ne se limitent pas à Vladimir Poutine. Le FSO a également reçu l'ordre de renforcer la protection de 10 généraux haut placés du ministère de la Défense, y compris 3 adjoints du chef d'état-major Valery Guerassimov, qui jusqu'à récemment était le seul commandant militaire bénéficiant d'une telle protection. Ces mesures ont été prises suite à plusieurs tentatives d'assassinat de généraux russes par les services de spéciaux ukrainiens. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de l'histoire de l'occupant russe qui préparait une rébellion contre Moscou ? Ainsi, l'occupant russe Alexandre Lounine,
qui avait enregistré une vidéo adressée à Vladimir Poutine pour l'avertir d'une menace de rébellion militaire, a été arrêté pour avoir affiché des symboles extrémistes et, attention, nazis. De plus, malgré toutes les déclarations de sa femme affirmant qu'il serait parti à Moscou, il a été révélé que le 27 juin, Alexandre Lounine a été jugé au tribunal du district de Rossochanski, dans la région de Voronej. Plus tôt, l'épouse de l'occupant sauvage Lounine a enregistré une vidéo dans laquelle elle raconte que dans la nuit du 27 juin, une perquisition a eu lieu dans leur maison du village de Lizinovka, dans la région de Voronej. Selon elle, les policiers ont saisi du matériel informatique, des clés USB, des ordinateurs portables et d'autres objets. Lounine n'était pas chez lui. Il a ajouté qu'on avait pris contact avec lui. Lounine a été invité par l'administration du président Poutine à une réunion à Moscou. Et voilà, Lounine est parti à Moscou et a cessé de donner des nouvelles. Et après cela, sa femme a supprimé toutes les vidéos des réseaux sociaux. Et il s'est avéré que ce rebelle a simplement été condamné pour avoir affiché des symboles nazis. Ironique, n'est-ce pas? L'occupant russe, qui se rendait en Ukraine, soi-disant pour combattre les nazis ukrainiens, a été accusé de nazisme par un tribunal russe. Voilà comment ça se passe. Et c'est là toute l'essence des Russes, des victimes et des lâches. Je rappelle que Lounine a publié son appel à Poutine le 25 juin. Il racontait que le commandement utilisait la torture et la violence contre les soldats pour avoir refusé d'exécuter, je cite, des ordres stupides et suicidaires, ainsi que pour avoir refusé de donner leur argent au commandement. Lounine a averti que si le président Poutine ne le rencontrait pas en personne et s'il n'était pas autorisé à s'exprimer à la télévision, l'armée tournerait ses armes contre le Kremlin. Et au moment de l'enregistrement de cette émission, sa vidéo sur le réseau social Instagram avait atteint 18 millions de vues. Mais bien sûr, aucune révolte n'a eu lieu. Pourquoi? Eh bien parce que les Russes sont, je le répète encore une fois, des lâches et des soumis. En revanche, en Russie, on a commencé à chercher massivement des saboteurs ukrainiens. Dans la région de Mourmansk, sur la route fédérale R21, ils ont commencé à contrôler tous les véhicules, se dirigeant vers la capitale régionale. À l'entrée de la région, ils ont coupé communication et Internet. Lundi matin, le quartier général opérationnel de Mourmansk a confirmé ses contrôles totaux et a déclaré que oui, tous ceux qui entrent dans la région de Mourmansk sont contrôlés. Plusieurs routes sont bloquées et de longues files d'attente se forment. Plus tôt, le 27 juin, les autorités de la région de Mourmansk ont averti les habitants des districts frontaliers avec la Finlande et la Norvège de l'activité de groupes étrangers, de sabotage et de reconnaissance. En réalité, au Kremlin, ils ont eu peur d'une répétition de l'opération ukrainienne Toile d'araignée, au cours de laquelle des drones cachés dans des camions ont attaqué des aérodromes militaires stratégiques russes, y compris la base aérienne d'Olenia, dans cette même région de Mourmansk. Et maintenant, on a appris que les sous-marins nucléaires de la flotte du Nord de la Fédération de Russie, dans la région de Mourmansk, ont été protégés par des filets anti-drones. Poutine a peur, il a peur. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis, vos conclusions, écrivez dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez comment le faire, c'est possible via un don en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.